Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette première édition 2021 des Clés de l'IMO, les clés de l'immobilier. C'est cette émission qui vous permet de prendre connaissance des différentes avancées en matière de droit, de fiscalité, de taux de crédit par exemple. Vous qui vous posez beaucoup de questions, vous souhaitez acquérir une maison, un appartement, on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions, relayer vos questions et répondre ici avec un spécialiste dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver notre partenaire des notaires du Grand Paris avec la présence d'une femme. C'est Maître Barbara Thomas-David. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Barbara. Alors, vous connaissez l'exercice. Tout d'abord, une bonne année, évidemment 2021. Un mot sur les notaires du Grand Paris. Oui, écoutez, les notaires du Grand Paris sont ancrés dans leur territoire, ils sont au quotidien des franciliens et on est là pour répondre à leurs questions, à leurs souhaits d'acquisition en termes d'immobilier, mais également en termes de gestion de patrimoine, de droit de la famille. On est à leur côté malgré cette pandémie. Oui, effectivement, et bon, on va dire aussi la vérité, les coulisses. Alors nous sommes dans un même lieu, un même studio, mais voilà, un petit peu séparés, mais nous sommes au sein du studio de Figaro Live, Figaro Télé, et l'on va comme ça pouvoir dérouler ensemble. L'émission dure environ une trentaine de minutes. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions dans plein de domaines. On va parler à la fois de viager, on va parler de crédit, on va parler des prix de l'immobilier à Paris, on va parler de succession, d'héritage. Enfin, on a un beau programme avec tout d'abord, si Barbara, vous êtes prête. Avec plaisir. Avec la première question. Alors, c'est une question d'actualité, c'est une question de Maël qui nous demande: les prix des appartements vont-ils baisser à Paris et dans les arrondissements ou est-ce impossible? Alors, quand on regarde les derniers chiffres de l'immobilier, il y a deux tendances. La première, c'est en termes de volume. Sur un an, on s'aperçoit que les volumes sont restés à peu près les mêmes. Vous voyez, on a juste 2% de baisse de volume sur un an, ce qui est très peu. Et en termes de prix au mètre carré, on a un prix pour le marché francilien qui est aux alentours, qui est une augmentation aux alentours de 6,5%. Si on parle uniquement de Paris, on est à 6,3% d'augmentation. Maintenant, si on se projette par rapport aux avant-contrats, on s'aperçoit qu'il y a une légère baisse. C'est qu'actuellement, vous savez, le prix au mètre carré, il est de 10 850 €. Et si on se projette à 3 mois avec les avant-contrats, on s'aperçoit que ce prix, il passe à nouveau à 10 700. Donc, on a une légère baisse que si on lisse sur un an, nous permet de voir que les prix baisse légèrement. En fait, ce que l'on peut dire à Maël, c'est que pour le moment, le marché immobilier, il tient. On voit une légère baisse des prix en zone Paris intramuros se profiler, mais c'est extrêmement léger. Donc, on ne sait pas si c'est juste une petite tendance ou si cette baisse va être un petit peu plus pérenne. Oui, tout à fait, en complément effectivement par rapport à la note de conjoncture des notaires parisiens, de vos équipes. En fait, vous annoncez, c'est vrai que c'est un peu une nouveauté, ça fait des années que ça ne s'était pas produit. Avec les avant-contrats, cette baisse possible, en tout cas pour la fin du premier trimestre 2021, on passerait, alors c'est symbolique, mais de 10 850 € par mètre carré en moyenne à 10 700 € par mètre carré en moyenne. Alors bon, est-ce qu'effectivement, Barbara, ce sera durable ou pas? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on va voir sur la durée? Est-ce que le marché va être impacté à Paris? Baisse légère des volumes, tendance plutôt, on va dire, à la stabilisation des prix à Paris. Il n'y a pas en tout cas d'effondrement pour l'instant de prévu, et même bon, on peut aller assez loin comme ça. En tout cas, l'immobilier tient bon. Et puis pour compléter par rapport à ce que demande Maël sur les arrondissements, pour l'instant, seuls 3 arrondissements à Paris sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré. Ce sont les 13e arrondissements, les 19e et les 20e arrondissements. Et puis en matière de quartier, alors de fortes disparités au sein de la capitale, puisque le plus cher, c'est le quartier Monet, qui est dans le 6e arrondissement et qui est à près de 16 000 € du mètre carré.
Et le moins cher, entre guillemets, on va dire le plus abordable, c'est Pont de Flandre, dans le 19e arrondissement, où là, on est autour de 9 000 € du mètre carré, ce qui veut dire vraiment quasiment près de 10 000 € d'écart au sein d'une même ville sur différents quartiers. Donc on ne va pas dire qu'il y a une fracture, en tout cas avec le centre et l'est parisien, mais quand même, hein, ce sont des chiffres assez importants, non, Barbara? Ah oui, on voit vraiment une distorsion entre, vous savez, on parle toujours de l'escargot parisien, plus on se décale du centre, plus les prix sont faibles au mètre carré, enfin si on peut parler de faiblesse à Paris, mais effectivement là on voit peut-être un écart qui va peut-être se creuser, justement plus que des prix qui vont vraiment baisser. Peut-être qu'on va avoir une distorsion entre les quartiers les plus chics et les quartiers les plus près du périphérique. Oui, tout à fait. Et puis, il y a toujours ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Peu de biens à Paris sur le marché, ce qui fait que voilà, les acquéreurs sont quand même nombreux à se précipiter, en tout cas quand c'est, on va dire, entre guillemets, au bon prix, au juste prix, ça part très très vite. Maintenant, on va dire peut-être qu'il y a, comme on retrouve d'ailleurs dans certaines villes importantes en province, qu'on arrive à une certaine raison, un marché peut-être plus raisonnable, ça ne part plus comme ça très facilement, si en tout cas ce n'est pas justifié en termes à la fois d'emplacement et de qualité du bien. Oui, tout à fait. Parfait, très bien. Question suivante, alors une question de Damien. Dans le cadre d'un investissement locatif et du fait de l'absence des touristes étrangers, comment transformer une location saisonnière en bail meublé de courte durée? Y a-t-il des règles de droit particulières? Eh bien oui, on peut répondre à Damien qu'il y a des règles particulières. En fait, une location saisonnière, c'est une location qui n'est pas encadrée puisque vous allez pouvoir louer à la journée, à la semaine, au mois. Quand vous passez en bail meublé, vous avez des règles beaucoup plus contraignantes. Déjà, vous avez un bail qui doit être à minimum de 1 an. Alors 9 mois si vous louez à des étudiants, mais c'est 1 an. Et puis vous avez un préavis puisque vous devez 3 mois avant la fin du bail signifier le congé à votre locataire. Donc c'est beaucoup plus encadré. Vous avez aussi l'obligation de respecter l'encadrement des loyers lorsque vous êtes dans des grandes villes qui pratiquent l'encadrement des loyers. Donc vous voyez, vous êtes dans une situation qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus réglementée. Et puis c'est un véritable bail meublé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des meubles, il y a une liste bien particulière de meubles parce qu'il faut faire très attention que votre bail meublé ne soit pas ensuite requalifié en bail classique parce que vous ne l'avez pas meublé comme il fallait. Et là, en bail classique, vous avez des règles encore plus contraignantes. Donc moi, mon conseil à Damien, s'il veut louer en meublé, c'est de vraiment respecter les règles du meublé pour ne pas encore être requalifié derrière en bail de droit classique. Très bien, et puis on peut juste rajouter une nouveauté, hein, c'est depuis le 1er janvier 2021, c'est une nouvelle règle qui concerne les locations touristiques saisonnières. Maintenant, il faut absolument, enfin c'est la loi, déclarer dès le départ si l'on est un professionnel ou un particulier pour ces locations touristiques saisonnières type Airbnb. Question suivante, alors question de Fred. Avec l'expérience des confinements, tous les actes de vente peuvent-ils se faire à distance? Alors, on a une nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des procurations authentiques avec comparution à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une personne qui ne peut pas se déplacer, soit parce qu'elle est à l'étranger, soit parce qu'elle est en France, mais elle a une mobilité réduite, eh bien, elle va pouvoir faire une visioconférence avec son notaire et signer une procuration. Le notaire dans son étude, la personne qui souhaite vendre ou acheter chez lui. Et ensuite, eh bien, on signe une procuration à distance qui va permettre ensuite de trouver un mandataire qui va permettre de signer au lieu et place du mandant qui ne peut pas se déplacer. Très bien, il y a eu un décret, hein, celui du 3 avril 2020 qui autorise l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. J'avais interrogé Maître Humbert, c'était en plein pendant le premier confinement au mois d'avril dernier. Il disait qu'il y avait, je crois, à peu près 30 000 postes en télétravail dans le notariat, que ça représentait à peu près
70% du notariat. Je ne sais pas si depuis les choses ont évolué. Barbara, est-ce que ça reste toujours dans cet ordre-là, sachant qu'un notaire qui n'est pas équipé peut toujours demander à un confrère aussi peut-être de l'aider. Exactement, vous savez, on s'est mis en ordre de marche très rapidement. Tout ce qui devait être signé l'a été par des moyens justement de visioconférence, par des moyens de procuration. En fait, les limites, ce sont des limites techniques. Il faut que les clients aient un ordinateur, une connexion Internet et une webcam. Et à ce moment-là, on peut trouver une solution qui permettra de signer les actes qui doivent être signés. Oui, là, comme on dit régulièrement aussi, la pandémie coronavirus qui a accéléré aussi cette prise de conscience importante, qui a servi d'accélérateur aussi, de dire là, en tout cas dans le domaine pour l'immobilier, il faut absolument vraiment dématérialiser au possible, que ce soit pour les actes de vente ou même les permis de construire, notamment dans le neuf. Question suivante, alors c'est AB qui nous dit « Je vais avoir 70 ans, je souhaite acheter un appartement et le mettre en nue propriété. Est-ce possible ?» Alors oui, c'est possible. AB, il évoque la possibilité d'acheter en démembrement de propriété, lui usufruitier et certainement ses enfants ou de la famille proche en usufruit. C'est-à-dire que lui va acheter l'usufruit et jouir du bien, et quelqu'un de sa famille, certainement, la nue propriété. Alors pourquoi il parle de ces 70 ans? Parce que vous savez que tous les 10 ans, l'usufruit et la nue propriété changent de tranche. Jusqu'à ses 71 ans, AB a un usufruit qui vaut 40%. Après, on passera à une tranche à 30%. Donc il a encore un petit peu de temps, je dirais jusqu'à ses 71 ans, pour acheter dans ces proportions. Ça permet quoi? Ça permet à lui, s'il est usufruitier, de jouir du bien et de transmettre au moment de son décès le bien qui retrouvera sa pleine et entière propriété sur la tête du nu propriétaire qu'il va choisir. Et on rappelle, un nu propriété, en fait, on est propriétaire, mais on n'occupe pas les murs. Exactement. Donc, bien avoir ça en tête. Question suivante, alors une question un peu longue, mais bon, on va y aller quand même. C'est une question de Vadim. Suite à la succession de mon père, j'ai hérité en 2019 d'un appartement duplex en T3 à Vendeuvre, près de Nancy, acheté en 2007, une valeur estimée à 145 000 €. Locataire à Issy-les-Moulineaux avec ma femme en résidence principale. Vais-je devoir payer une plus-value si je vends l'appartement de Vendeuvre et de combien ? Alors, ce qu'on peut dire à Vadim, c'est qu'il paiera de la plus-value s'il vend son bien plus cher que ce qui était déclaré dans la succession. En fait, un des grands principes de droit fiscal, c'est que la transmission pour cause de décès, ça va gommer la plus-value. Autrement dit, que son père ait acheté ce bien en 2007 pour 145 000 €, je dirais que c'est plus le sujet. Le sujet, c'est combien ce bien a été déclaré dans la déclaration de succession de son père. Et s'il le vend plus cher que le prix en 2019, il paiera de la plus-value. S'il le vend le même prix, eh bien, il n'aura pas de plus-value à payer. En fait, cette valeur de 2007 n'est plus à prendre en considération. Donc, on remet les compteurs à zéro en 2019 et on compare le prix de vente par rapport à ce qui était dans la succession. Et ensuite, si d'aventure il y a de la plus-value, elle est taxée à 36,2%. Mais par contre, Barbara, juste une précision, s'il est locataire et qu'il veut utiliser cet argent pour en faire sa résidence principale, dans ce cas-là, il n'est pas exonéré pendant 2 ans Tout à fait. Alors après, on parle des causes d'exonération. Si plus-value il y a, elle peut être exonérée. C'est soit si vous vendez votre résidence principale, soit comme c'est le cas pour Vadim, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 4 ans et s'il désire acheter une résidence principale dans les 24 mois qui suivent la vente, eh bien, il va pouvoir bénéficier d'une exonération particulière. L'objet de cette loi, c'est favoriser l'acquisition d'une résidence principale. Donc, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Très bien. Question suivante. Alors, Jean-Charles, on dit que les locataires de plus de 65 ans sont protégés s'ils ont de faibles revenus. Est-ce vrai? Et comment faire si c'est le cas avec un locataire qui ne veut pas partir? Alors, vous savez que quand vous donnez congé pour juste motif, c'est-à-dire soit pour reprendre le bien, soit pour le vendre. Vous devez toujours avoir un juste motif. Mais lorsque votre locataire a plus de 65 ans et qu'il a
de faible revenu, eh bien, vous devez lui proposer un nouveau logement pour se reloger. C'est encore une loi, justement, pour qui éviter... protège le locataire voilà, énormément. Oui, oui, parce que trouver autre chose qui corresponde, c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui. Donc, si vous voulez faire partir ce locataire, eh bien, vous devez lui proposer un logement équivalent dans le sens où il doit être situé dans un quartier équivalent et le loyer doit être à peu près le même. Mais ça doit être une véritable proposition. Vous ne pouvez pas lui montrer les pages d'un journal d'annonce. Il faut que ce soit une véritable proposition. Sinon, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez que votre congé soit considéré comme caduc et que de plein droit, le bail reprenne pour une nouvelle durée. Et que se passe-t-il si le propriétaire bailleur est lui-même modeste et a des Alors ressources justement, très faibles? vous avez raison de poser cette question. Effectivement, si le propriétaire a lui-même soit plus de 65 ans, soit de faibles revenus, à ce moment-là, il est exonéré de cette obligation complémentaire de proposer un nouveau logement aux locataires en place. Alors justement, peut-être en complément, comme on parle là de ressources faibles, il y a des plafonds, pour vous donner une idée. Un plafond donc fixé à 23 146 € pour une personne seule, donc c'est un exemple en Île-de-France, et à 20 123 € dans les autres régions. Voilà pour ces plafonds de ressources, donc ils ne doivent pas être supérieurs à ces sommes-là. Si c'est inférieur ou égal, en fait, c'est considéré comme modeste. Et effectivement, donc Barbara le rappelle, si le bailleur est âgé ou a de faibles ressources, il est dispensé de reloger le locataire. En tout cas, a priori, plus de 65 ans, c'est quand même bien encadré par la loi quand on a des difficultés financières ou des revenus modestes. Question suivante, alors question de Mathieu. Pour l'immobilier, qu'est-ce qui change dans la loi de finances en 2021 et y a-t-il des pièges fiscaux à éviter? Alors, la loi de finances 2021, ce n'est pas une loi qui a créé des changements importants, notables en matière immobilière. Ce qu'on peut retenir en revanche, c'est que c'est une loi qui fait des prorogations de mesures particulières favorables. Par exemple, vous avez la loi Pinel qui est prorogée jusqu'en 2024. Vous avez des crédits d'impôt qui sont prorogés aussi. Crédits d'impôt si vous faites des investissements, des travaux pour aider une personne en difficulté à mobilité réduite, ou si vous faites des travaux dans une zone technologique où il y a un plan de prévention technologique, là vous allez pouvoir avoir des prorogations. Et puis à noter aussi en matière de plus-value, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vous savez que si vous vendez un droit à surélévation, eh bien ce droit à surévaluation ne sera pas taxé au titre de la plus-value. Là aussi, c'est prorogé. Donc, finalement, une loi de finances qui proroge plus qu'elle ne crée de nouvelles mesures en termes immobiliers. Oui, effectivement, pour le prêt à taux zéro également, pour le dispositif Pinel également, qui sont en fait reconduits, ainsi que le dispositif de Normandie dans l'ancien. On peut dire aussi un mot sur l'encadrement des loyers, en tout cas pour cette année. Pour l'instant, 2 villes l'appliquaient, c'est Paris et Lille. Et maintenant, il y a des villes qui se sont portées candidates pour appliquer cet encadrement des loyers. C'est Lyon, c'est Villeurbanne, c'est Bordeaux, c'est Montpellier, c'est Grenoble, c'est pas rien. C'est pas rien, voilà, c'est toute cette ville où ont changé de couleur politique avec notamment l'arrivée de maires écologistes, ont demandé à appliquer ces loyers encadrés. Ce sera normalement effectif en 2021. On peut juste aussi rappeler qu'il y a quand même une nouvelle augmentation de la taxe d'aménagement. Oui. Si vous voulez agrandir, notamment de plus de 5 mètres carrés, ça concerne les abris de jardin, vérandas, piscines, parking, eh bien, ça augmente d'1,1% en 2021. C'est la 5e année de hausse consécutive. Et puis, on peut dire aussi, parmi les nouveautés, qu'il y a MaPrimeRénov', qui est ouvert cette année, en tout cas pour tous ceux qui veulent faire des travaux d'économie d'énergie chez eux. Le gouvernement a mis en place une série d'aides avec un site internet dédié. Vous pouvez aller voir sur maprimerénov.gouv.fr et là vous avez plusieurs indications et des soutiens financiers selon la taille du ménage, selon la situation géographique, que vous soyez en Île-de-France ou en région. MaPrimeRénov', voilà, politiquement, c'est un cap très important qui est lancé, en tout cas par le gouvernement, pour aussi prendre conscience, et on est en plein dedans, sur les économies d'énergie, de faire attention à tout ce qui touche évidemment au réchauffement climatique. Question suivante, alors c'est Agnès.
Quelle est l'obligation légale de passer par un architecte dans le cadre d'une demande de permis de construire d'une maison neuve? Alors, l'obligation, elle est en fonction du nombre de mètres carrés de construction et plus exactement d'emprise au sol. C'est-à-dire que tant que votre maison n'a pas plus de 150 mètres carrés d'emprise au sol, de 150 mètres carrés de plancher, eh bien, vous n'avez pas d'obligation de recourir à un architecte. Dès lors que vous passez ce quota, 150 mètres carrés d'emprise au sol, vous avez l'obligation de passer par un architecte avec un petit piège. Faites attention, c'est applicable uniquement aux personnes physiques. Si vous avez eu l'idée de créer une SCI, une société, eh bien, dès le premier mètre carré, vous devez avoir l'obligation de passer par un architecte. Très bien, très complet, ce qui nous permet de faire la transition avec la SCI, puisque c'est la question de Lucie. Oui. Quelle est la meilleure façon, la meilleure option pour un couple marié qui souhaiterait acheter un ou plusieurs biens pour le ou les louer? Est-ce que c'est constituer une SCI, une société civile immobilière, ou bien acheter en leur nom propre? D'autre part, les associés d'une SCI sont-ils responsables des dettes de la société sur leurs biens propres? Alors Lucie, elle a deux questions. Elle a une question d'ordre civil et puis une question d'ordre fiscal. Alors, la meilleure solution, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure solution, il y a une solution qui va convenir à Lucie et qui est en fonction de son patrimoine et aussi de sa philosophie de vie. Il faut déjà déterminer quel est son régime matrimonial et peut-être, somme toute, que acheter directement conviendra plus au couple ou faire une SCI. La SCI, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, de contrer le régime matrimonial. La SCI, elle va avoir ses règles propres qui vont être déterminées dans les statuts. Et grâce à ces statuts, vous pouvez par exemple avoir une distinction entre l'avoir et le pouvoir. L'avoir, ça sera celui du couple et le pouvoir, eh bien, il sera déterminé dans les statuts de la SCI qui détermineront finalement comment on peut gérer un bien, comment on peut le vendre, est-ce que le gérant va pouvoir le vendre seul, est-ce qu'on va pouvoir transmettre facilement ses biens à ses enfants, voilà. Donc la SCI, je veux dire qu'elle va permettre de faire du sur-mesure en termes de gestion civile des choses. Et puis par contre, en termes fiscaux, on parle en ce qui concerne la SCI de transparence fiscale, c'est-à-dire que contrairement à une société de capitaux, votre SCI c'est une société de personnes, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la SCI vont être responsables des dettes de la société. C'est encore une fois ce qu'on appelle la transparence fiscale. Parfait. Question de Martel. Je suis héritier dans une succession dans laquelle un autre héritier reste introuvable. Le notaire bloque tout. Est-ce que c'est normal et combien de temps cela peut-il durer? Alors, la première chose qu'il faut répondre à Martel, c'est que ce n'est pas le notaire qui bloque tout, c'est le fait qu'on n'arrive pas à retrouver les héritiers. Vous savez, il y a des successions qui sont complexes, où il y a des héritiers au 3, 4e, 5e degré. Il va falloir les retrouver. On fait appel à des généalogistes et des fois, c'est compliqué parce qu'il faut aller chercher des héritiers loin, parfois à l'étranger, avec des systèmes d'état civil qui ne sont pas aussi bien tenus qu'en France. Et donc, c'est compliqué. Et c'est long, effectivement, parce que le notaire ne va pas pouvoir régler la succession tant qu'il n'a pas connaissance de l'intégralité des héritiers. Pourquoi? Eh bien, parce que pour régler une succession et pour prendre des décisions, il faut les prendre avec l'accord de tous les héritiers. Et tant qu'ils ne sont pas retrouvés, eh bien, ces décisions ne peuvent malheureusement pas être prises. Oui, ça arrive. Alors, je voyais le ministère de l'Intérieur indique qu'environ 40 000 personnes disparaissent chaque année, comme ça, 40 000 personnes. Alors, certains, effectivement, Barbara, partent à l'étranger, d'autres n'ont pas envie de donner de nouvelles parce qu'ils ont peut-être un passé un peu sulfureux, certains ont mal tourné ou deviennent SDF. Enfin, il y a 40 000 personnes qui disparaissent entre guillemets chaque année. Généralement, on en retrouve, ce que nous dit le ministère de l'Intérieur, 30 000, mais voilà, il y a quand même 10 000 personnes, donc on n'arrive pas à retrouver du tout la trace. Et donc, mais au bout de 10 ans, si les recherches sont vaines, est-ce que ça ne débloque pas un peu tout au bout de 10 ans? Ah oui, alors après, vous avez des prescriptions, mais il faut, si vous voulez, pour qu'une prescription commence à courir, qu'on suppose que la personne soit décédée. Pour passer, par exemple, lorsque vous recherchez des héritiers et que vous n'en retrouvez pas un,
vous allez avoir des présomptions de décès. C'est à partir de ce moment-là, de disparition, comme vous disiez à juste titre, qu'on va pouvoir passer à l'héritier subséquent dans le cadre d'une succession. Et est-ce qu'on peut nommer un administrateur qui s'occuperait entre voilà, le temps de la retrouver, de vendre un bien, un immeuble ou c'est tout à fait possible lorsqu'il y a des situations d'urgence, hein, des décisions à prendre, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a un immeuble qui se dégrade, et bien vous allez pouvoir nommer un administrateur. Ça passe par une décision du tribunal pour prendre des mesures de sauvegarde, des mesures d'urgence pour que justement ce patrimoine ne se détériore pas. Très bien. Question de Muriel. Y a-t-il des avantages à acheter en viager? Est-ce que c'est vraiment moins cher, mais au final risqué? Alors, c'est tout l'intérêt du viager, c'est qu'on ne sait pas si, quand vous concluez un viager, ça va être une bonne ou une mauvaise affaire. Vous savez, quand vous achetez en viager, vous déterminez la valeur vénale d'un bien, vous enlevez le bouquet. Vous savez, ce bouquet, c'est cette fameuse somme qui est versée au moment de la vente, c'est-à-dire la partie en capital. Et ensuite, vous allez calculer la rente viagère avec des tables de mortalité en fonction de l'espérance de vie du crédit rentier, autrement dit, de la personne qui va recevoir ce viager. Et cette espérance de vie, eh bien, soit le crédit rentier va vivre plus longtemps, auquel cas pour le débit rentier, ça ne sera pas forcément une bonne affaire, soit le crédit rentier va vivre moins longtemps, et là, le débit rentier va faire une bonne affaire. Donc en fait, tout ça, c'est un problème d'aléa. Et s'il n'y a pas d'aléa, eh bien, la vente en viager, elle peut être requalifiée. Autrement dit, le principe du viager, c'est qu'on ne sait pas à la base si oui ou non, on va faire une bonne affaire. Mais oui. Et on peut dire, alors, il y a à peu près, c'est pas énorme, hein, le nombre de transactions en viager par an, c'est à peu près 5000. Il y en a très peu. Il y en a très peu, finalement, on se dit, c'est une niche, on va peut-être voir, peut-être parce que aussi on parie, entre guillemets, sur le décès rapide d'une personne, mais d'un autre côté, on permet aussi à des personnes âgées de demeurer chez elles, donc c'est important aussi, et ça rend service. En tout cas, 5000 transactions par an, voilà, quand on sait qu'on est sur, en tout cas en 2019, on était sur 1 million de transactions dans l'année, dans l'ancien, qu'en 2020, on sera peut-être sans doute un peu moins, autour de 900 000. 5000, ça paraît très peu. Généralement, ce sont des maisons, beaucoup en Île-de-France, et puis quelques secteurs, notamment Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et puis, il y a après le viager libre ou viager occupé. Mais pour ça, je vous incite à regarder les différents articles dans le domaine sur Figaro Immobilier, peut-être pour aller plus loin. Question de Mathieu. Alors, il est question d'une nouvelle loi qui dissocie le foncier du bâti. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est un troisième droit de propriété. Vous avez le droit de propriété classique, vous avez le droit démembré, on en a parlé tout à l'heure, avec l'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre. Et puis vous avez un troisième droit qui est un droit où on dissocie le foncier du bâti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire, il est propriétaire des murs, mais le foncier, c'est-à-dire le sol, reste le propriétaire du vendeur. Alors pourquoi une telle loi? Eh bien c'est pour favoriser l'accession à la propriété des personnes à faible revenu qui vont acheter uniquement le foncier et le bâti, pardon, et le foncier va rester la propriété du vendeur, de sorte que, si vous voulez, on va payer un très faible loyer pour le foncier et on va pouvoir accéder à la propriété à moindre coût. Parfait, très bien. On termine avec la dernière question de Valérie. Alors, on entend dire que les frais de notaire vont évoluer à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, les frais de notaire, il faut bien comprendre que de ce qu'on appelle les frais de notaire, vous avez 85% de taxes dans ces frais d'acte. Et donc, alors, en ce qui concerne justement les frais du notaire, vous savez que les frais, les honoraires des notaires, les émoluments des notaires ont baissé de 1 à 1,6% depuis le 1er janvier de cette année. Voilà ce que je peux vous dire en termes... On parle des actes notariés, hein, c'est ça, Barbara. Tout à fait, qui ont baissé depuis le 1er janvier légèrement. Eh bien, c'était parfait comme toujours. Barbara Thomas-David, maître Barbara Thomas-David, qu'on était
Très heureux d'avoir ici pour cette reprise de 2021 des clés de l'IMO, les clés de l'immobilier, en espérant vous avoir rendu service. Ça s'est bien passé, Barbara? Mais écoutez, parfaitement avec vous. Bon, prête à revenir, j'imagine, évidemment, plaisir. ainsi que vos confrères régulièrement, nos partenaires, les notaires du Grand Paris, que l'on salue et que l'on remercie. Eh bien, très bonne journée, bon week-end, bonne soirée, bonne matinée, si c'est en replay. À très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'IMO.